Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la chronique anglo-saxonne. La chronique anglo-saxonne est l'un des manuscrits les plus importants jamais découverts. La chronique est un recueil d'histoires écrites en vieil anglais détaillant à peu près toute l'histoire des anglo-saxons. Il a probablement été rédigé au IXe siècle dans le Wessex, à l'époque où Alfred le Grand régnait sur la majeure partie de la Grande-Bretagne, et ce, vers 899. Le manuscrit original a été copié et distribué dans toute l'Angleterre pour être conservé dans des monastères et des bibliothèques. Les moines ont ensuite continuellement mis à jour le manuscrit en fonction des événements très importants qui se déroulaient autour d'eux. Et la dernière mise à jour connue a été effectuée environ 250 ans plus tard, en 1154. Mais en l'espace de 1000 ans, des livres peuvent facilement disparaître. La preuve en est qu'aujourd'hui, seuls 9 manuscrits subsistent. L'original a disparu depuis très longtemps et les historiens sont à peu près certains qu'il ne sera jamais retrouvé. L'événement le plus ancien décrit dans la chronique date de 60 avant notre ère. Il relate l'invasion de la Grande-Bretagne par César et le chaos qui s'ensuivit. Mais le plus grand problème de la chronique est que les historiens modernes ne sont pas sûrs de son exactitude. La comparaison de la chronique avec d'autres textes médiévaux a déjà prouvé que les scribes médiévaux anglais ont modifié l'histoire à leur guise. Les scribes qui ont mis à jour la chronique ont soit omis des événements, soit raconté leur propre version des choses, inventant l'histoire pour qu'elle soit ce qu'ils voulaient qu'elle soit, déformant ce que l'on sait des événements historiques réels. Mais malgré tout ceci, le livre reste l'un des plus importants pour comprendre les anglo-saxons. Mais il se pourrait très bien que certains événements ne se soient pas déroulés exactement comme ils sont décrits, et 7 des 9 manuscrits survivants ont été retrouvés dans des fragments conservés à la British Library, tandis que les 2 autres sont conservés à Oxford et à Cambridge. Le masque d'or mystique. Un masque mystique en or datant de 3000 ans a été récemment découvert sur un site archéologique en Chine. Le masque est composé d'environ 84% d'or et une fois terminé, il pesait près d'un demi-kilo. Malheureusement, bien que le masque soit brisé, s'il était retrouvé intact, il s'agirait très probablement de l'objet en or le plus grand et le plus lourd de son époque jamais trouvé dans le monde entier. Le masque est peut-être très étonnant, mais il n'est que l'un des 500 objets découverts sur le site. Les archéologues ont également découvert des traces de soie anciennes, des statues très étranges qui semblent représenter des créatures étrangères et bien d'autres choses encore. Le site, appelé Sanxingdui, est considéré comme l'endroit le plus important de toute la Chine, en termes d'archéologie bien sûr. On ne sait pas grand-chose de la civilisation qui vivait dans cette cité épique, si ce n'est qu'elle était extrêmement sophistiquée. Ils ont prospéré ici à partir du XIIe siècle avant notre ère, puis ont disparu quelques siècles plus tard. Mais personne ne sait pourquoi ils ont disparu, ni d'où ils venaient d'ailleurs. Et Sanxingdui est le plus grand site antique de la province du Sichuan, avec des preuves d'activités de culte très étranges. Et la plupart des objets ont été découverts dans de mystérieuses fosses funéraires, probablement jetées en offrande à des dieux ou des esprits inconnus. Et pour en revenir au masque d'or, les experts ne savent pas à quoi il servait. Il aurait peut-être pu attacher au visage d'un chaman lors d'un rite, ou encore n'être qu'une décoration. Mais quoi qu'il en soit, le masque devait être très important pour être forgé dans près d'un demi-kilo d'or. Le disque de Phaistos. Le disque de Phaistos, comme son nom l'indique, a été découvert dans les ruines de Phaistos sur l'île de Crète en 1908. La ville antique était habitée par la puissante civilisation minoenne qui a régné sur la Crète et une grande partie de la Méditerranée dès 4000 ans avant Jésus-Christ. Les archéologues considèrent les Minoens comme la société grecque originelle, et en dehors de la Mésopotamie, ils constituaient sans doute le groupe humain le plus avancé du monde à l'époque. Cependant, lors de l'éruption du volcan Terra vers 1600 avant Jésus-Christ, les Minoens ont été complètement anéantis. Le disque de Phaistos a été découvert dans les ruines de l'ancien palais et a probablement été fabriqué environ 200 ans avant que l'éruption ne détruise la ville. Le disque est un mystère archéologique depuis plus d'un siècle car il est couvert de symboles très étranges.
Les symboles semblent avoir été gravés dans l'argile à l'aide d'un colorant métallique, et si cela s'avère exact, il s'agirait du seul exemplaire d'une telle technologie utilisée avant 1450 de notre ère. Et tout ce qui concerne le disque est d'ailleurs très déconcertant. Les chercheurs pensent qu'il a été fabriqué à l'aide d'une technologie qui n'existerait pas officiellement pendant les 3500 années à venir. Et les symboles marqués à l'aide de ces technologies n'ont jamais été décryptés. Les experts en linguistique ont tenté et échoué à maintes reprises à déchiffrer le disque de Phaistos. Et à l'heure actuelle, il semble que le système d'écriture ne sera jamais déchiffré. Mais ce qui est d'autant plus déconcertant, c'est que le disque semble imiter toute une série de langues anciennes, des hiéroglyphes égyptiens au dialecte indo-européen. Certains tentent de trouver une explication dans les théories alternatives, mais la vérité est probablement beaucoup plus facile à digérer pour la plupart des gens. Les Minoens étaient tout simplement beaucoup plus avancés que les archéologues ne le pensaient auparavant. Ils avaient près de 3500 ans d'avance en ce qui concerne certaines percées scientifiques. La momie de Sangha Tenzin. Dans l'Antiquité, l'Égypte n'avait pas le monopole de la momification. Et longtemps après que les Égyptiens eurent cessé de pratiquer la momification, les moines bouddhistes du Japon et du Tibet ont continué à pratiquer leur propre version. Il s'agissait d'un type de momification beaucoup plus dérangeant qui impliquait une très grande souffrance. Dans différentes régions d'Asie, les moines s'affamaient lentement et ne mangeaient que de l'orge et du riz. Et certains se séchaient même la peau à la chaleur des bougies. Et après leur mort, leur corps était placé dans une tombe souterraine pendant près de 3 ans. Leur corps étant naturellement momifiés, ils étaient ensuite sortis et utilisés comme statues macabres pour lesquelles on priait dans des monastères. À ce jour, seule une trentaine de ces momies ont été découvertes, et la plupart sur l'île japonaise de Honshu. Et l'une des momies a été mise au jour en Inde en 2004. La tombe de la momie a été révélée par un tremblement de terre qui en a ouvert l'entrée. La tombe a été excavée et le corps du moine en a été extrait. Les chercheurs et les locaux ont été très étonnés de le retrouver dans un tel état, puisqu'il avait encore de la peau et des cheveux. Et selon la tradition locale, il s'appelait Sangha Tenzin. Et selon la légende, il se serait momifié de son vivant pour se débarrasser d'une infestation de scorpions dans sa ville natale. Et après que son esprit a quitté son corps, un arc-en-ciel serait apparu et les scorpions seraient disparus. Cela se serait passé vers l'an 996 de notre ère. Et sa momie est actuellement exposée dans un temple du village de Goué, situé seulement à 3 km de l'endroit où sa tombe a été découverte. Le squelette de Waterloo. Des archéologues viennent de découvrir le squelette d'un soldat qui a participé à la légendaire bataille de Waterloo, il y a plus de 200 ans. Il s'agit de l'une des batailles les plus épiques de l'histoire européenne avant les guerres mondiales. Et s'est déroulée juste au sud de l'actuelle ville de Bruxelles en 1815 et a mis fin aux guerres napoléoniennes contre les autres nations d'Europe. Il s'agit d'une victoire décisive qui contraint Napoléon à l'exil pour le reste de sa vie. Cependant, cette victoire a eu un prix. On estime à 20 000 le nombre d'hommes qui sont morts pendant les combats. Et lorsque les combats se sont enfin arrêtés, la plupart des corps ont été enterrés dans des fosses communes ou brûlés en d'immenses tas. On pense que certains corps ont été emmenés au Royaume-Uni où ils ont été transformés en engrais. Et en raison de la façon dont les corps ont été éliminés, très peu de restes ont été retrouvés. Les chercheurs ont découvert des os de chevaux et quelques membres amputés lors d'opérations sur le champ de bataille. Mais jusqu'à présent, ils n'avaient trouvé qu'un seul squelette humain complet. Cette nouvelle découverte n'est que le deuxième corps confirmé d'une personne ayant combattu à Waterloo. Mais il manque encore quelques détails. Tony Pollard, de l'université de Glasgow, explique qu'on ne sait pas si la personne a été tuée au combat. Il est possible que son corps ait été transporté sur place ou qu'il s'agisse d'un patient décédé dans un hôpital voisin. Cela dit, les indices laissent penser qu'il s'agit d'un soldat. Ces ossements ont été découverts dans un fossé près du principal hôpital de campagne de la 7e coalition. Le squelette a également été trouvé près de boîtes et d'os amputés au hasard. Zoo antique.
Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures ont considéré la possession d'animaux exotiques comme un symbole de statut d'élite. Et c'était certainement le cas dans l'Égypte ancienne, où la possession d'une ménagerie était le signe ultime de richesse. En fait, le premier zoo du monde se trouve dans la capitale prédynastique de la Haute-Égypte. Un cimetière, situé près du Nil, contient les restes, vieux de 5000 ans, d'animaux de ce zoo: hippopotames, babouins, crocodiles, éléphants, léopards et d'autres animaux exotiques. Et curieusement, ces créatures portent des traces de sévices horribles. Par exemple, les restes des babouins sont criblés de dizaines d'os de mains et de pieds cassés, et au moins 2 d'entre eux avaient les bras cassés. Et ces blessures suggèrent que les babouins ont été battus, probablement à titre de punition. Et certaines de leurs fractures résultent de mouvements défensifs, comme la tentative de se protéger des coups. Et les archéologues ont trouvé d'autres preuves que les animaux du zoo de Hierakonpolis étaient maltraités. Notamment, un hippopotame dont la patte cassée indique qu'il a tenté de se libérer de ses cordes ou de sa contrainte. En plus de cela, une antilope et une vache sauvage montraient des signes d'attache. Et ces découvertes, le seul exemple d'un tel éventail d'animaux exotiques anciens jamais trouvés en Égypte, montre que les gardiens du zoo avaient du mal à s'occuper de ces animaux. Mais étonnamment, les chercheurs ne pensent pas que les animaux aient succombé à leurs blessures, mais qu'ils aient été sacrifiés après le décès de leur propriétaire pour les rejoindre dans l'au-delà. Selon Renée Friedman, directrice de l'expédition Hierakonpolis, les différentes espèces symbolisaient des aspects différents tels que la puissance, la force et la férocité. Et compte tenu des efforts déployés par les hommes pour les contrôler, il est logique qu'ils aient associé ces attributs aux animaux. Enterrement de Songir. À Vladimir, en Russie, à quelques heures à l'est de l'actuel Moscou, se trouve un ancien site funéraire appelé Songir. C'est là qu'une société de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique a enterré ses membres décédés d'une manière unique et inexplicable. Par exemple, il y a 34 000 ans, 2 garçons de 10 et de 12 ans souffrant de handicap physique ont été enterrés plus ou moins comme des membres d'une famille royale. Placés tête à tête, dans une tombe longue et étroite, ils étaient entourés de 10 000 perles d'ivoire de mammouth, plus de 20 brassards, de 300 dents de renard percé et d'une multitude d'autres trésors de grande valeur pour l'époque. En revanche, un homme de 40 ans a été enterré avec beaucoup moins d'objets, dont seulement 3000 perles d'ivoire de mammouth et 12 dents de renard percé. Et pourquoi quelqu'un qui était en bien meilleure condition physique et qui a vécu beaucoup plus longtemps que les jeunes garçons, quelqu'un qui pouvait sans doute contribuer davantage à la société antique, serait-il enterré avec beaucoup moins de trésors? Était-il moins apprécié par la société préhistorique que les enfants handicapés? Telles sont les questions auxquelles les archéologues ont été confrontés lors de la découverte dans les années 1950 et qu'ils tentent encore aujourd'hui de résoudre. Ils savent qu'à l'époque des sépultures, la région connaissait un léger réchauffement, ce qui a permis à la société de creuser les 10 tombes qui se sont enfoncées dans un sol qui était gelé avant et après leur époque. Les 2 garçons qui ont été enterrés avec de somptueux cadeaux d'adieu constituent de loin les tombes les plus extravagantes du site. Et l'un d'entre eux, qui a passé sa vie alité, avait des dents qui ne présentaient pratiquement aucune trace d'usure, ce qui est très inhabituel pour l'époque, et indique que ses soignants l'ont peut-être nourri avec des aliments tendres. Il est vraiment bizarre de trouver un individu qui semble avoir été alité dans un groupe de chasseurs-cueilleurs qui était extrêmement mobile, a déclaré le chercheur Eric Trinkhaus. L'autre garçon présentait des malformations osseuses qui ont pu le ralentir, mais il était par ailleurs physiquement actif. Peut-être était-il perçu comme ayant des pouvoirs spéciaux à l'époque. À minima, la diversité de ces sépultures suggère la présence d'un groupe très complexe. Mais les experts tentent encore d'identifier les tenants et les aboutissants de cette hiérarchie et les facteurs qui déterminaient le statut d'un individu dans cette société. Temple païen perdu. Des archéologues ont fait une découverte très étonnante lors de récents travaux de construction d'une route près de Lillehammer, en Norvège. 5 petits morceaux d'or de la taille d'un angle ont été découverts sur la rive du lac Mjøsa.
Chaque morceau d'or est plat et aussi fin qu'une feuille de papier. Il est également estampillé d'un motif représentant un homme ou une femme paré de bijoux. Les pièces d'or ne seraient pas aussi fascinantes si elles n'avaient pas été trouvées dans les ruines d'un temple païen. Le temple païen a été identifié il y a plus de 30 ans déjà, en 1993. Des fouilles antérieures ont déjà permis de découvrir 30 pièces d'or similaires, et les fouilles les plus récentes, dirigées par l'archéologue Catherine Steen, étaient dues à des travaux d'aménagement de la route juste à côté du temple. C'est à cette occasion qu'ont été découvertes les 5 pièces supplémentaires qui datent de l'époque des Vikings, vers 550 de notre ère. Les pièces d'or étaient cachées sous les murs en ruine de la structure, ce qui signifie qu'elles ont probablement été placées là à dessein. Il se peut même qu'elles aient été enterrées sous le mur dans le cadre d'une cérémonie religieuse visant à protéger l'édifice du mal. Mais ce n'est pas exactement le seul endroit où de tels morceaux d'or ont été découverts. Dans un temple païen similaire à Opakra, en Suède, 100 figurines en feuilles d'or ont été retrouvées, et plus de 2500 pièces d'or ont également été trouvées dans un champ sur l'île de Bornholm, au Danemark. Il s'agissait de sanctuaires religieux d'une extrême importance. Les Vikings de toute la Scandinavie se rendaient probablement en pèlerinage dans ces temples pour y déposer leurs offrandes aux dieux. Crâne allongé en France. Fin 2013, des archéologues ont découvert un très étrange crâne allongé de femme lors de la mise au jour d'un lot de 18 tombes en Alsace, dans l'ouest de la France. Ce vestige choquant remonte à environ 1650 ans. À l'époque romaine donc, et a été retrouvé enterré avec des objets de valeur, notamment un rare miroir en bronze, des épingles en or, des crochets de ceinture décoratifs appelés châtelaines et un peigne en bois de cerf et des perles, ce qui suggère que la personne en question était une aristocrate. Mais pourquoi son crâne était-il si manifestement et si gravement déformé? Il semblait avoir été délibérément façonné et le front de la femme ayant probablement été aplati, ce qui a rendu l'arrière de son crâne étroit et conique. Cette pratique, appelée déformation artificielle crânienne, était généralement pratiquée sur une personne dès l'âge d'un mois et se poursuivait pendant au moins 6 mois. On pense qu'elle a commencé en Asie en tant que symbole de statut parmi l'élite, et que c'était une pratique assez courante dans diverses parties du monde à l'époque. Mais le problème est que cette pratique n'était pas aussi courante en France et en Europe à cette époque. Philippe Lefranc, archéologue principal de l'étude, a déclaré à Life Science: la déformation du crâne à l'aide de bandages et de petites planches est une pratique qui vient d'Asie centrale. Et Lefranc a émis l'hypothèse que la tombe dans laquelle le crâne a été trouvé appartenait à des familles d'élite d'Asie qui servaient dans l'armée romaine. Plusieurs des trésors trouvés dans la tombe, notamment le miroir de bronze et les châtelaines, proviendraient d'Asie, ce qui conforte la théorie de Lefranc. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une théorie et aucune réponse solide n'a encore été apportée. Le wombat rhinocéros. L'Australie est célèbre pour sa faune unique et de nombreuses personnes ne se rendent même pas compte de la taille des wombats modernes avant d'en avoir vu un de près. Ces bestioles, apparemment petites et câlines, peuvent atteindre près de 40 kg et mesurent jusqu'à 1 mètre de long. Et vous serez peut-être encore plus surpris d'apprendre qu'en 2011, des scientifiques australiens ont mis au jour les restes d'un ancien wombat aussi grand qu'un rhinocéros. Et il s'agissait du premier squelette complet de ce type jamais découvert. Le paléontologue Sue Hand a déclaré à Australian Geographic que c'était le plus grand de tous, le plus grand marsupial qui ait jamais vécu sur un continent. Parent du wombat moderne, cette créature herbivore est appelée diprotodon. Elle a vécu il y a environ 2,5 millions d'années et s'est éteinte entre il y a 25 000 et 11 000 ans pour des raisons inconnues. Et mesurant jusqu'à 4,3 mètres de long et pesant jusqu'à 3 tonnes, cet animal de la taille d'une voiture était bien plus grand que les wombats actuels et coexistait avec les premiers aborigènes d'Australie. La région où les restes fossilisés ont été découverts abrite les restes de plusieurs autres créatures préhistoriques de taille inhabituelle, notamment des kangourous et des lézards géants. Mais la découverte de ce diprotodon reste très particulière en raison de son état de conservation.
Il pourrait permettre d'élucider le mystère des causes de l'extinction de cette espèce. Et des plongeurs ont fait une découverte sous-marine terrifiante au fond de la mer des Caraïbes. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.